Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Caroline Granier, je suis la directrice des études de la Fabrique de l'Industrie. Et on va tout simplement continuer la discussion qui a été entamée durant la première table ronde. Donc, pour cela, même formule que précédemment, à savoir la poursuite de la présentation des résultats par Nicolas Riot. Et puis, une table ronde sur laquelle on a le plaisir d'accueillir d'autres finalement parties prenantes sur ces questions de logement, mobilité dans un contexte de rebond industriel. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc Yves Lacaille, qui est le directeur général du groupe des industries métallurgiques en Île-de-France, Anaïs Lemeur, qui est Lemeur, qui est député du Finistère, Sébastien Tonard, qui est directeur de la délégation Nouvelle-Aquitaine d'Action Logement, et puis Laurent Tourglic, qui est vice-président d'Intercommunalité de France et également le maire de Pompée. Donc pour commencer ce second temps, Nicolas, on te donne la parole pour une petite quinzaine de minutes. Là, ça doit être mieux. Merci Caroline, merci Catherine. Donc je vais effectivement, dans le prolongement de ce que vous a déjà raconté Manon, poursuivre la présentation des résultats de l'étude en disant au fond ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, dans cette enquête qui repose sur les études de cas, c'est de voir ce que la promesse de réindustrialisation veut dire quand on la regarde à la fois du point de vue des territoires qui l'accueillent et aussi du point de vue des acteurs du logement et de la mobilité. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est à la fois une promesse, mais c'est aussi une forme de prise de risque sur leur capacité de ces territoires à accueillir ce rebond industriel. À minima, en tout cas, c'est une source d'incertitude. Ce rebond industriel, à la fois parce qu'il y a une difficulté à en prédire l'ampleur. Est-ce que ça sera 5 000 ? Est-ce que ça sera 10 000 ? Est-ce que ça sera 15 000 emplois ? Ou finalement, est-ce que ça sera que quelques centaines ? Une difficulté aussi à en anticiper la temporalité. On voit bien qu'il y a toujours un pic qui est annoncé et que la date de ce pic ne cesse de se décaler. Et puis une incertitude encore plus vaste, et Manon l'a déjà déplié, sur les effets que ça va produire sur le territoire et les répercussions de ce rebond industriel sur le marché du logement et sur les infrastructures de mobilité. Si ce rebond industriel est aussi incertain pour les territoires, c'est à la fois parce qu'il est concentré géographiquement, mais ça obéit aussi à une transformation de l'industrie où on pourrait dire qu'on est rentré dans une logique d'industrialisation par à-coups. Et que c'est justement cette gestion des à-coups qui est compliquée à gérer pour les territoires. On le voit avec l'exemple du Cotentin, qui est un territoire industriel, on l'a dit, fortement marqué par la filière nucléaire et donc très dépendant, très impacté par les revirements sur la place du nucléaire dans le mix énergétique français, quoi, d'une filière qui se retrouvait en partie menacée ou fragilisée suite à l'accident de Fukushima et à la perspective de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, et puis qui connaît ces dernières années une relance très rapide qui se traduit par exemple par le projet Aval du futur porté par Orano, qui marque quand même l'arrivée de 10 à 15 000 emplois à horizon 2040, et donc l'enjeu de les accueillir sur ce territoire. Et problématique qu'on voit aussi sur les autres territoires industriels concernés par l'accueil d'un EPR. Donc on voit bien que la problématique centrale autour du rebond industriel, c'est cette tension, on pourrait dire croissante, entre la variabilité des besoins induite par ce rebond et malgré tout une forme d'inertie de l'offre en termes de logement et de mobilité. Dit autrement, c'est à la fois plus rapide et on pourrait dire plus facile d'implanter une gigafactory sur un territoire que d'en amortir les effets locaux
sur l'accès au logement et l'accès à la mobilité. Et puis si on reste toujours sur cet exemple du Cotentin, on se rend compte qu'il y a deux autres éléments qui rendent la pression d'autant plus forte. Le premier, c'est qu'un projet industriel peut en cacher un autre. Et que si la pression est forte dans le Cotentin, c'est que le rebond de la filière nucléaire s'effectue en même temps que le rebond de la filière de l'armement, dont Cherbourg, avec le site de Naval Group, est un des territoires pivots. Et puis, l'autre élément, c'est que chaque projet industriel reste malgré tout structurellement incertain, parce que soumis à une conjoncture économique et géopolitique qui dépasse largement l'échelle du territoire. Quand on a été mener l'enquête à Cherbourg, on nous a beaucoup parlé du contrat des sous-marins australiens qu'avait eu Naval Group, qui représentait quand même plusieurs centaines d'emplois. Ils avaient commencé justement à structurer une offre de logement pour accueillir les cadres. Et puis, patatras, le contrat s'arrête. Et donc, il faut aussi gérer dans ce rebond des phases de creux. Et c'est pour ça que face à cette équation aux multiples inconnus, une des conclusions de l'étude est d'inviter à considérer ce rebond industriel comme un aléa. Un aléa, si je reprends la définition officielle, c'est-à-dire la possibilité que se produise un événement impliquant une perturbation sur l'équilibre du milieu. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est comment on arrive à gérer les perturbations sur l'équilibre plus ou moins précaire du marché du logement et de l'offre de mobilité dans les territoires. Et cet aléa, il est avant tout démographique, lié aux projections. L'exemple le plus marquant en matière d'aléas démographiques, c'est le grand chantier Lyon-Turin en vallée de la Maurienne, qui représente quand même un pic d'emploi qui est estimé autour de 4000 emplois sur une zone d'emploi qui en compte 19 000. Donc ça veut dire qu'il faut quand même absorber une augmentation de plus de 20% des emplois, sachant que cette augmentation, elle est éphémère, puisqu'il y a un moment où le grand chantier va se terminer, et donc il va falloir aussi gérer la phase de creux qui va suivre. En Maurienne, ils sont bien placés pour le savoir, parce qu'ils en sont à plusieurs grands chantiers, et donc ils sont en train encore de gérer le creux induit par le chantier de l'autoroute ou par la fermeture, par l'ouverture des frontières qui avait recomposé aussi un peu l'emploi de ce secteur. Alors, si on propose cette notion d'aléa démographique un peu pour cadrer le problème, c'est pas uniquement par plaisir de proposer des nouveaux concepts, mais c'est parce que ça a des implications à la fois stratégiques et méthodologiques assez concrètes. Il y en a deux principales que je vais vous exposer. La première implication, c'est de dire, face au rebond industriel, l'enjeu finalement est moins de faire disparaître l'incertitude. Elle est à la fois structurelle et surtout elle est non maîtrisable par les acteurs locaux, mais d'arriver à mieux la qualifier et la quantifier. Dit autrement, c'est moins tracer la courbe de ce rebond, parce qu'immanquablement on va se tromper, que d'essayer de mesurer un peu le tunnel de risque qui peut y avoir derrière, en étant conscient que cet aléa démographique, il est à la fois multifacteur et multidimensionnel. Je ne vais pas avoir le temps là de vous détailler ce qu'on a fait dans l'étude, justement un peu les différentes dimensions de cet aléa, qui est à la fois quantitatif, avec cette difficulté à avoir des projections fiables sur le nombre d'emplois et surtout sur la part de ces emplois qui correspond à des actifs extérieurs au territoire. Parce que si on parle d'accueil, c'est ça qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre d'emplois, c'est le nombre d'actifs supplémentaires qu'il va falloir accueillir. Une autre dimension est qualitative, qui consiste à traduire le nombre d'emplois en profit de l'actif.
ce qui a des implications sur à la fois leurs besoins en logement et en mobilité et leurs ressources. Et en fait, ça, on se rend compte que c'est très compliqué, notamment parce qu'il y a un recours croissant, on en a parlé tout à l'heure, à l'externalisation. C'est-à-dire que non seulement on ne connaît pas les salariés, mais on ne connaît même pas forcément leurs employeurs, puisqu'ils vont être le sous-traitant, voire le sous-traitant de sous-traitant des donneurs d'ordre de ces grands chantiers. Et puis c'est accentué aussi par des phénomènes de turnover, qui fait qu'un poste n'est pas forcément équivalent à un actif. Et ce n'est pas du tout les mêmes besoins en logement et en mobilité si ce poste est occupé pendant 5 ans par un même actif ou s'il y a une rotation tous les 3 mois parce que la personne s'est fait virer, parce qu'elle a trouvé un meilleur poste ailleurs, parce que pour tout un tas de raisons. Donc là, il y a une vraie difficulté aussi en termes qualitatifs sur est-ce que ces nouveaux actifs vont venir avec leur famille ou est-ce qu'ils vont rester uniquement les 4 jours de la semaine et repartir le week-end? Est-ce qu'ils auront une voiture ou est-ce qu'ils auront besoin d'autres moyens de se déplacer? Est-ce qu'ils vont préférer aller au camping pour épargner un maximum durant leur durée d'intervention, ou alors est-ce qu'ils vont exiger d'avoir un studio refait à neuf pour être logé dans des conditions acceptables? Donc là aussi, il y a un certain nombre d'incertitudes. Et puis il y a un troisième facteur d'incertitude qui est plus contextuel et qu'évoquait Manon tout à l'heure, lié aux autres tendances démographiques présentes sur le territoire, notamment le vieillissement. Une des choses qui nous a marqué, nous, dans les 3 terrains qu'on a fait, c'est de voir à quel point le rebond industriel peut très bien coexister avec des logiques de déprise démographique. Et c'est ça qui rend ce rebond si compliqué à gérer pour les territoires, c'est qu'il faut à la fois traiter une pression supplémentaire sur une certaine offre de logement et en même temps on continue à être confronté à une problématique d'une vacance persistante qu'il faut réussir à résorber. On l'a vu en Maurienne, mais c'est aussi vrai dans le Cotentin. Donc je le disais, par rapport à ça, l'enjeu, c'est moins de tracer la courbe que de dessiner le tunnel de risque, d'essayer de à la fois qualifier et quantifier l'ampleur des variations possibles entre les différents scénarios probables. Et c'est là qu'on se rend compte que ce tunnel de risque, il ne prend pas du tout la même forme selon les territoires, en tout cas entre les 3 territoires qu'on a étudiés. D'une certaine manière, on pourrait dire que le Cotentin est le territoire où cet aléa démographique est le plus intense, puisqu'il résulte d'une addition de quelques projets industriels XXL qui, chacun potentiellement, risque soit de ne pas se faire comme prévu, mais qui, en s'additionnant, augmente aussi la tension, d'autant plus dans un territoire qui était plutôt dans une logique de déprise démographique et dans sa configuration finistérienne qui fait que les effets sont aussi très spatialement concentrés. À l'inverse, et ça rejoint ce que disait Olivier Bouba-Olga tout à l'heure sur le Miracle-Liège, le Bocage-Bressuret est un territoire où cet aléa démographique, d'une certaine manière, est beaucoup plus réduit parce que la dynamique industrielle est portée par un tissu de PME, PMI qui fait que chaque perturbation se retrouve assez vite absorbée par le reste du tissu industriel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression sur l'accès au logement et à la mobilité, on l'a bien observé sur le territoire, mais que cette pression est plus prévisible et donc potentiellement plus facile à planifier. Et puis en Maurienne, on est dans une situation intermédiaire, puisqu'on est sur un grand chantier unique avec un début et une fin, et les aléas, ils sont plutôt liés un peu au glissement temporel lié aux difficultés du chantier, mais avec aussi un aléa sur le degré d'ancrage des actifs, et, je le disais tout à l'heure, un vrai point d'interrogation sur l'après-grand chantier.
Ça, c'est sur la première implication. Et puis, il y a une deuxième implication derrière cette notion d'aléa qu'on emprunte autant au secteur de l'assurance qu'au secteur des études du dérèglement climatique. C'est que qui dit aléa dit risque, dit à la fois partage du risque entre les différents acteurs que ça concerne, que ce soit les collectivités, les industriels, l'État, et prise en charge financière de ce risque. Parce qu'on va le voir assez vite, tout ça a un coût. Ce qui pose à la fois un défi de synchronisation temporelle. Ce que nous ont dit tous les territoires qu'on a rencontrés, c'est que la plus grande difficulté, c'est pas d'être prêt, c'est d'être prêt à temps. Si on est prêt 5 ans trop tard, ça ne servira pas à grand-chose. C'est ce temporal mismatch, comme dans la planification urbaine, on parle de spatial mismatch pour raconter un peu le décalage entre géographie de l'emploi et géographie du logement. Là, on est plutôt sur un temporal mismatch qui est compliqué à gérer et qui est potentiellement coûteux parce que chaque décalage temporel est source de coût. Sauf que ce coût, il ne repose pas sur les mêmes acteurs. C'est-à-dire que si on est sur une offre sous-dimensionnée, ça va être coûteux pour les acteurs de la demande, des actifs qui vont avoir du mal à se loger, des prix qui vont augmenter fortement et des employeurs qui vont peiner à recruter. Mais le fait que l'offre devienne surdimensionnée est aussi une source de coût, parce qu'on pourrait se dire c'est pas compliqué, il suffit de construire davantage. Oui, mais le problème, c'est que si on a une offre surdimensionnée, c'est aussi coûteux, mais pas pour les mêmes acteurs. Pour les acteurs du logement et de l'immobilier, moi, j'ai été marqué par un bailleur social en Maurienne qui nous disait nous, on a réouvert, sous la pression du grand chantier, une résidence qui était fermée parce que vacante à proximité d'un des sites du chantier. Il se trouve que ce chantier-là a pris du retard, et du coup nos résidences sont vides. Par contre, on a déjà payé sa réouverture et son exploitation au quotidien sans avoir les revenus locatifs qui permettent de le financer. Donc c'est vrai pour le logement, et c'est aussi vrai sur la mobilité, puisque vous savez que le versement mobilité est associé à la masse salariale des entreprises du territoire. Donc plus d'actifs veut dire plus de ressources pour financer une offre de mobilité. Sauf que si ces actifs annoncés, finalement, ne viennent pas, c'est un manque à gagner immédiat pour l'autorité organisatrice des mobilités. Sauf que quand on a lancé un projet de tramway ou même une offre de bus, c'est plus compliqué à revenir dessus. Deux derniers éléments, et après je m'arrête. Deux questions que ça pose, à notre sens, et qui peut aussi contribuer à animer la table ronde. Le premier, c'est comment faire pour renforcer l'adaptabilité des territoires face à cet aléa. Ce qui pose un vrai défi à la fois pour le logement social, parce qu'on voit bien que ce n'est pas forcément le levier le plus réactif, et en même temps, c'est un levier nécessaire face aux effets induits, aux effets d'éviction qu'évoquait Manon tout à l'heure. Mais ça pose aussi un défi qu'on voit très fortement dans les territoires sur le recours aux plateformes de location courte durée. On a parlé d'Airbnb tout à l'heure. Typiquement, Airbnb, c'est un levier qui a l'avantage d'être extrêmement réactif, qui va permettre sur un temps très court de générer une offre de logement nouvelle, mais qui produit des effets à retardement sur le marché du logement qui sont extrêmement problématiques. Donc on voit bien que la question, c'est moins quel levier il faut utiliser ou ne pas utiliser, il faut tous les mobiliser. La question est plutôt dans quel ordre on les mobilise. Et en fait, si on mobilise les plateformes courte durée pour répondre à un besoin en logement structurel au lieu de faire du logement social, ça pose problème. Mais par contre, si on demande au logement social d'avoir la réactivité d'Airbnb, ça ne marche pas non plus. Donc là, il y a un vrai enjeu de synchronisation temporelle. Et puis le deuxième questionnement stratégique que ça soulève, c'est quelle mutualisation, on pourrait dire quel mécanisme assurantiel, interacteur, on peut mettre en place pour amortir le risque lié à cet aléa démographique généré par le rebond industriel. Et ça pose notamment une question sur le partage entre acteurs publics et acteurs privés.
Catherine disait en ouverture de ce colloque, un des points de lancement de l'étude, c'était tous ces articles sur les entreprises qui saisissent de la question du logement. Nous, ce qu'on a observé sur le terrain, c'est que c'était plutôt les PME qui s'emparaient de la question du logement parce qu'elles étaient directement impactées par les effets induits. Et que du côté des grands industriels, on observait plutôt la dynamique inverse de retrait de cette question du logement et de la mobilité, une forme de frilosité des entreprises à se saisir du sujet, en considérant que l'intendance doit suivre. On a beaucoup entendu en Maurienne en disant nous, notre job, c'est de construire un tunnel, c'est pas de loger, c'est pas de construire du logement. Et donc, c'est aux collectivités, à l'État, bref, aux acteurs publics qui s'organisent entre eux pour répondre aux besoins qu'on amène. Ce qui est potentiellement un moyen de reporter une partie du risque dont ils sont aussi à l'origine sur les collectivités locales. Et donc ça interroge vraiment quelle est aussi la responsabilité des industriels en la matière, en pointant, si on fait le lien avec la première table ronde, que cette responsabilité, elle ne se limite pas, encore une fois, aux actifs supplémentaires que ces chantiers ou que ces projets industriels font venir sur le territoire, mais bien aux effets perturbateurs que ça génère sur l'ensemble du marché du logement et de l'offre de mobilité. Merci Nicolas. Eh bien, justement, c'est la question que nous allons aborder. Donc, on voit bien dans cette étude que l'accompagnement du rebond industriel, c'est gérer finalement cet aléa démographique et gérer ce temporal mismatch qui est lié aux effets induits du rebond dans les territoires. On s'est quitté après la première table ronde sur des propositions de renouvellement de l'action publique et notamment du rôle que doivent jouer soit certaines collectivités, les syndicats, dans l'accompagnement des salariés au logement et à la mobilité. On vous propose d'aborder cette question-là de manière un peu différente et plus précisément sous le prisme plutôt des industriels. Et pour cela, je vais passer de suite la parole donc à Yves Lacaille, qui est le directeur du groupe des industries métallurgiques en Île-de-France, pour savoir, voilà, de votre point de vue, est-ce que tous les contributions qui sont le fait des employeurs. Donc, on a parlé au cours de la première table ronde du versement mobilité, de la PEC, donc que les employeurs doivent payer pour accompagner les salariés. Finalement, que pensez-vous de ces outils? Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il faut penser à une contribution différente ou une plus grande contribution des employeurs? Ou alors, finalement, on parle beaucoup d'outils depuis la première table ronde. Mais est-ce que le problème ne se situe pas à un autre endroit, plutôt du côté de l'aménagement du territoire? D'abord, écoutez, merci de m'avoir invité et d'organiser cette table ronde. Alors, je veux dire que je suis un petit peu gêné par ce que j'ai entendu, parce que moi, je représente la métallurgie. La métallurgie, ce sont donc des entreprises industrielles. Mes deux plus gros adhérents en Île-de-France, ce sera Thales, Safran. C'était les constructeurs automobiles il y a quelques années. C'est moins le cas, vous doutez bien de la raison. Et donc, l'aléa tel qu'il a été évoqué, on a beaucoup parlé des grands chantiers. Il est complètement étranger aux préoccupations que je vis et que vivent globalement certains des industriels adhérents, même si les Orano Naval Group sont présents en Île-de-France, ce que je les connais bien. Donc, je crois qu'il faut... Moi, je dissocie complètement, excusez-moi de le dire, surtout vu de l'angle de l'Île-de-France, le sujet des grands chantiers qui a focalisé beaucoup de ce que vous avez évoqué avec l'implantation industrielle. Alors, dans cette première question, on aura d'autres, on ira un peu plus loin, je crois, dans un deuxième tour, les outils. Il faut savoir que, historiquement, les industriels se sont saisis des thématiques de logement et de plein d'autres sujets au moment de l'industrialisation du pays, il y a plus d'un siècle. Ces outils ont été qualifiés de paternalistes ce matin, ça s'entend parfaitement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont progressivement transformés pour apporter des réponses plus collectives et qui exposaient moins directement d'ailleurs les salariés à cet aléa. Donc c'était, de ce point de vue-là, une bonne manœuvre. On va pas et on ne la critiquera pas. Pour l'anecdote, je rappelle de temps en temps que ce sont des industriels du gym qui, dans les années 20, ont créé, de façon sur des cotisations volontaires, les allocations familiales. Non mais c'est intéressant de le voir. Et à l'époque, les organisations syndicales CGT en tête disaient, non, augmenter les salaires. Voilà donc des outils qui sortaient d'une logique de paternalisme progressivement. Alors si on parle des outils, on va beaucoup parler de logement, mais je parlais de l'outil logement et je suis navré de ce que je vais évoquer, mais le 0,45, c'est-à-dire le 1% logement qui n'est pas 1%,
avait une vertu, il y a pendant de nombreuses années, de pouvoir permettre aux entreprises et entreprises industrielles, sur la base des contributions qu'elles avaient faites, de participer à justement des constructions de logements qui pouvaient, et en retour, avaient des droits de réservation, des attributions. Ce sujet, depuis qui fonctionnait encore pas très très bien il y a une vingtaine d'années, avec les différentes évolutions du système, fait qu'aujourd'hui, il ne fonctionne, alors en tout cas en Ile-de-France, plus du tout. Donc il y a un sujet dans ce domaine-là, à tel point qu'on arrive dans une situation qui est, que je considère absurde, en tout cas récessive, de ce point de vue-là, que je connais quelques chefs d'entreprise de PMI qui, pour accueillir, et par exemple, ça peut être un salarié étranger pour lequel ils ont une autorisation de travailler sur le territoire, et bien qui prennent un logement, mais directement à leur charge, et le mettent à disposition comme logement de fonction pour un usineur spécialisé. Donc on est arrivé à une situation qui est exactement ce que nous ne voulions pas avoir, qui expose le salarié a une situation qui n'est pas favorable, et d'ailleurs l'employeur a un risque, parce que quand si la personne décide de quitter l'entreprise, si elle ne quitte pas son logement, c'est le début des ennuis. Donc on est dans une situation qui, de ce point de vue-là, n'est absolument pas satisfaisante. On parlera du logement plus largement, plus globalement, mais je voudrais dire un mot quand même sur le sujet de la mobilité. Je vais évoquer ce sujet pour l'Île-de-France, parce que on arrive dans une situation qu'on a d'ailleurs mis en avant auprès des maires la semaine dernière à l'occasion du Salon des maires de l'Île-de-France, c'est qu'en Île-de-France, les entreprises industrielles ont été progressivement rejetées vers la périphérie. On connaît des entreprises qui ont presque un siècle, qui en sont à leur 4e implantation, parce que le maire leur dit j'aimerais bien que vous partiez. Alors il y en avait qui étaient dans Paris, mais il y en avait, première couronne, et puis qui aujourd'hui sont loin. Ceci se fait très clairement avec cette pression, et on peut dire qu'en Ile-de-France, la pression des maires, on peut dire qu'en Ile-de-France, on a des infrastructures de transport qui paraissent de grande qualité, sur lesquelles il y a de grands investissements, mais la réalité, c'est que plus vous êtes à l'extérieur, plus ça devient un problème en termes de transport, et entre guillemets, plus vous payez, parce que je suis désolé, mais on va donner un chiffre, et moins vous avez, et de plus en plus, vous avez des gens qui prennent leur véhicule pour venir travailler. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, je rappelle qu'en Ile-de-France, un versement transport à 3,2% et vous rajoutez la moitié d'un pass Navigo, ça représente pour chaque salarié dans notre branche plus d'un mois de SMIC pour chaque salarié. En termes de contribution, c'est équivalent, pour vous donner un ordre de grandeur, à la note d'énergie d'un industriel quand c'est un transformateur. Voilà, donc ce sont des ordres de grandeur qui sont devenus très significatifs. Et aujourd'hui, en face de cela, la qualité de service ne tient plus. Vous avez des employeurs qui regardent ça, d'ailleurs ont arrêté, ça a été évoqué, les navettes de car, qui étaient considérées comme étant comme du ramatage scolaire, un peu autoritaire, un peu paternaliste aussi. Ça a été supprimé, avec tous les inconvénients qu'on voit, y compris dans les accidents de trajet qui viennent se rajouter à cette occasion. Donc c'est même un sujet de prévention et de sécurité. Donc on a un système, pour dire très clairement, les deux outils que vous avez abordés ne sont pas satisfaisants. Et puis, je ne veux pas être trop long, mais je voudrais quand même dire que la question qui va se poser, c'est celle de la bonne articulation entre implantation industrielle et logement, et ne jamais se préoccuper de les mettre en opposition. La fabrique de l'industrie documente assez bien le fait qu'une industrie fonctionne bien quand il y a une logique de cluster, c'est-à-dire que les industriels sont à côté, les uns les autres, il y a des effets ils se soutiennent, ils se sous-traitent entre eux de l'activité, etc. Ce qui veut dire qu'il y a des effets de concentration, et que ces effets de concentration doivent être accompagnés par des thématiques, bien sûr, de logement. Si on n'en veut pas, il n'y aura pas d'activité, mais pourquoi mettons du logement? Enfin, il y a quand même un sujet de paradoxe qu'il faut arriver à traiter. J'avais dit en incident, et ce n'est pas la promotion de ce que je veux faire, c'est que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt qu'un modèle d'urbanisme qui était considéré très qualitatif dans des analyses récentes, c'était le modèle haussmannien. Vous mettiez les commerces à pied d'immeuble, vous mettiez quelques ateliers en fond de cour et du logement au-dessus. Est-ce qu'il faut réinventer un modèle comme celui-là? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, ce n'est pas mon métier, mais en tout cas, ce sujet est une préoccupation, et dans un domaine où, quand on parle d'industrie, je suis ravi qu'on parle de réindustrialisation, mais on aimerait bien vraiment la constater, et on constate surtout que le mot-clé aujourd'hui, quand on parle d'industrie, et pas qu'en Ile-de-France, c'est ce qu'on appelle le NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire, je veux bien qu'il y ait des industries, mais il faut qu'elles soient loin. Voilà, donc les outils, vous avez vu que je suis un petit peu, on va dire, nuancé pour le moins.
Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Sébastien Tonard. Donc, vous êtes à la délégation Action Logement Nouvelle-Aquitaine. Donc, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre, à savoir que voilà, il y a des industriels qui ont des initiatives en faveur du logement de leurs salariés. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente en volume? Et puis, plus généralement, voilà, comment vous, Action Logement, vous contribuez finalement à cet accompagnement, bien sûr, au logement des salariés. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. Ravi d'être avec vous. Alors, peut-être pour répondre à mon voisin sur l'APEC, sur le 045. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus les anciens CIL. Action Logement s'est recentralisé. C'est un groupe paritaire. En même temps, le premier groupe de logement social de France avec 1 200 000 logements et en même temps, une structure de financement et de services qui collecte justement cette PEC, ce 045 auprès des entreprises privées de plus de 50 salariés et qui la gère en la redistribuant dans 3 directions. Le financement du logement abordable, peut-être pas assez, encore les aides aux salariés à travers un certain catalogue très varié d'aides et de services, et puis la rénovation urbaine. J'entends ce que vous dites, juste quand même pour recontextualiser les choses, il y a 20 ans, 25 ans, on n'avait pas une crise du logement de la sévérité que celle qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que la situation était différente. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions de demandeurs de logement. Pour rappel, on fait 450 000 attributions de logements sociaux chaque année. Donc, vous faites le rapport, on est de 1 à 10 à peu près, sur la France entière. Évidemment, il y a des disparités géographiques. L'Île-de-France, évidemment, est le territoire le plus tendu du pays. Et puis, autre différence importante, c'est que la loi a modifié la question de la gestion des attributions, puisque depuis quelques années maintenant, on est sur une... Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais sur la gestion en flux des réservations et non plus sur la gestion en stock, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, eh bien, quand Action Logement finançait une opération, il était certain d'avoir pendant 25 ans le type 3 numéro 12 au 4e étage et que celui-ci revenait à chaque fois, à chaque rotation. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est géré en flux avec l'ensemble des réservataires et donc il peut y avoir des ressentis, des effets de bord, effectivement, qui se ressentent. En tout cas, les efforts sont toujours là pour accompagner le développement de l'offre abordable. Et quand Action Logement met 1 euro de PEC dans le financement du logement, eh bien, c'est systématiquement des contreparties en matière de réservation pour les salariés. Alors, par rapport à votre question sur les initiatives des employeurs, écoutez, alors on comprend bien qu'il y ait une légitimité quelque part pour un patron de PME voilà, d'engager l'acquisition, s'engager sur l'acquisition d'un bien ou de prendre des logements en sous-location, enfin en location et les sous-louer à ses salariés parce qu'il va être installé sur un marché tendu. Moi, je pense que c'est la fausse bonne idée par excellence, pour plusieurs raisons. Alors, parce que d'abord, est-ce que c'est bien le rôle d'un employeur d'aller mobiliser des capitaux, des ressources, aux dépens d'un investissement productif et d'aller s'embarquer dans une gestion d'un actif immobilier avec ce que ça suppose, en termes de gestion d'impayés, les entrées-sorties locataires, les conflits qui ont été évoqués, potentiels, qui ont été évoqués tout à l'heure. Est-ce que c'est bien sain aussi d'avoir en même temps un rapport employeur-bailleur? Ça interroge, c'est pas si simple. Et puis, finalement, c'est pas le rôle de l'entreprise. Alors, le patron peut bien s'engager là-dedans, mais il y a quand même des acteurs pour le faire. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. Je pense que les coûts induits sont souvent mal estimés par ces personnes, par ces patrons sur la durée. Donc c'est un vrai... Là on parlait de risque, là on a un vrai risque, je crois. Alors on voit les initiatives néanmoins émerger. Sur pas mal de territoires. Moi, je m'occupe de la Nouvelle-Aquitaine. On voit des initiatives un peu partout, mais c'est vrai un peu partout en France. Mais bon, d'abord, c'est pas à l'échelle des enjeux. Quand les patrons... Alors, c'est vrai que ce sont plutôt des PME et petites entreprises qui s'engagent là-dedans. Donc, ça sera de toute façon pas à l'échelle des enjeux. Je rappelle, 4 100 000 demandeurs de logement. Bon, voilà. Alors, évidemment, le patron, il voit ça à l'échelle de son entreprise. Mais je pense qu'il y a peut-être une petite... naïveté sur l'appréhension des risques
dans lesquels ils s'embarquent en la matière. Sur la sous-location, quand le choix est fait de louer des logements et de les sous-louer à ses salariés, bon, bien souvent, on voit aussi qu'il y a une prise en charge finalement du loyer qui reste à la charge de l'employeur parce qu'il va souvent, pas systématiquement, mais assez fréquemment, on le voit souvent, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, prendre en charge une partie du loyer pour faire en sorte de préserver un peu aussi le pouvoir d'achat de ses salariés. Vous avez étudié Bressuire. À Bressuire, il y a un collectif d'employeurs industriels qui a eu l'idée, et c'est très bien, de se rapprocher de la collectivité pour financer ou cofinancer une offre en co-living pour leurs alternants et leurs CDD. Très bien. Donc d'ailleurs, on a pu le faire avec le programme Action Cœur de Ville aussi, puisqu'on a accompagné ce programme, qui est un programme de co-living et de logements sociaux au-dessus. Et donc c'est très bien. Mais là, dans ce cas-là, par exemple, ils prennent en charge une partie du loyer. Hein. Donc alors, on sait 6 logements, donc on n'est pas sur des volumes délirants. Mais je veux dire, si on passait une marche, on changeait d'échelle, on voit bien que quelque part derrière, ce sont aussi des coûts. Donc là, pour toutes ces raisons, je pense que c'est pas une très bonne idée. Pour ça, il y a éventuellement un dispositif qui s'appelle la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction, qui est inscrite au CCH et qui permet aux entreprises qui versent ou pas la PEC, d'ailleurs, parce que ça s'ouvre au-delà du secteur privé, de pouvoir verser un montant qu'ils décident à Action Logement, qui derrière va flécher cet argent sur ce qu'ils souhaitent en termes soit d'offres de services, soit d'offres immobilières. C'est un contrat bilatéral, et là, contrairement à la PEC qui est mutualisée, il y a vraiment une obligation de résultat, de retour sur investissement à l'euro près dans le cadre de ce contrat. Donc voilà, par exemple, un levier alternatif en la matière. Merci. Donc une fausse bonne idée, mais alors on revient à la question quels acteurs et comment accompagner ces questions de mobilité et logement. C'est ce qu'on va aborder avec nos 2 autres intervenants. Laurence Roglic, je voulais vous poser la question d'une part, peut-être vous en tant que vice-président d'Intercommunalité de France, finalement, est-ce que ces problématiques, et il me semble qu'Olivier Boubolgal l'a souligné sur la première table ronde, finalement, ces problématiques de logement et mobilité, on le voit, elles se produisent sous différentes formes et elles touchent tous les territoires. Donc d'abord, quels sont les types d'intercommunalité que vous voyez en tension? Et puis, j'avais envie aussi de vous poser la question parce que la Fabrique de l'Industrie suit le programme Territoire d'Industrie. Est-ce que finalement, ce programme Territoire d'Industrie, donc qui est piloté au niveau local par un élu, un industriel, donc qui essaye de faire émerger en tout cas un dialogue entre ces 2 parties qui, encore une fois, dans les territoires, ne dialoguent pas forcément. Est-ce que ces questions mobilité, logement sont prises en compte dans le cadre de ce programme-là? Et est-ce que ça peut être aussi un autre levier à mobiliser pour accompagner ces problématiques? Alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions. C'est vrai que déjà, Intercommunalité de France et au travers de ses adhérents, tous les territoires ont bien compris que nous portons une démarche d'aménagement du territoire forte qui doit trouver effectivement l'équilibre entre le développement économique et le développement urbain plus généralement. Depuis très longtemps, je pense que les territoires se sont investis, parce que ça a été aussi une des compétences premières sur le développement économique. Beaucoup ont d'ailleurs un service dédié et on s'est très vite rendu compte que le développement économique, il oblige à une transversalité sur les politiques de mobilité, sur les politiques d'habitat, sur les politiques d'aménagement du territoire. C'est un certain nombre d'outils nécessaires, de planification à intégrer et bien entendu de dimensions à trouver. Y compris sur certaines réponses, on est en interterritorialité, c'est-à-dire qu'on est au-delà de notre périmètre intercommunal. Donc des réponses nécessaires, mais les réponses, elles doivent venir du terrain. Vous faisiez référence à territoire d'industrie, ça a été la démarche. C'est comment aujourd'hui, avec l'accompagnement de la réindustrialisation, du développement de l'industrie, du maintien de l'industrie, on pouvait effectivement avoir des réponses adaptées qui venaient finalement de la réalité du terrain et du diagnostic du terrain. D'où cette logique de bottom-up pour pouvoir mieux adapter cette réponse.
Et ça permettait également d'engager un dialogue entre les différents acteurs pour mieux répondre collectivement, chacun dans ses prérogatives, à ces enjeux et à ces dispositifs nécessaires. Ça a été très bien dit, on a tous un problème aujourd'hui de démographie. Et d'évolution démographique, dans un sens ou dans un autre. Ça remet en cause un certain nombre de politiques publiques qui se sont installées dans le temps et qui, aujourd'hui, doivent être réinvesties sous différentes formes. On parle de l'habitat. Entre la rénovation de l'habitat ancien et la production de logements nouveaux, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Ça veut dire derrière qu'il faut maîtriser la problématique du foncier, il faut maîtriser un certain nombre d'outils d'organisation, il faut que tout ça soit bien entendu transversalement réfléchi par rapport aux problématiques de mobilité, et ça a été très bien dit. Souvent, le monde industriel, c'est sur les territoires un peu périphériques, c'est un peu sorti des grandes métropoles, et donc les réponses sont différentes et nécessaires. Et puis, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, est important, c'est la problématique du parcours résidentiel. C'est-à-dire que dans un parcours de vie, on n'a pas des besoins identiques entre l'habitat quand on est étudiant, l'habitat jeune actif, l'habitat quand on monte une famille ou l'habitat d'une personne âgée. Et donc tout ça doit réinventer notre urbanisation d'aujourd'hui sur les dispositions nécessaires, c'est-à-dire cet équilibre entre la production mais aussi la rénovation. Tout ça avec la souplesse nécessaire, parce que ça a été dit, il y a des moments où il y a des pics de besoins et d'autres où effectivement on est plutôt sur d'autres usages des espaces. Ça a pu être vu d'ailleurs dans la construction des bâtiments à usage tertiaire qui de temps en temps retrouvent maintenant une autre vie par rapport à de l'habitat et du logement. C'est aussi de toute façon, et quand on parle de transversalité, un des vrais problèmes des territoires. C'est toutes ces aléas démographiques posent des problèmes sur les services scolaires en état, et puis bien entendu tout ce qui accompagne les besoins. Et on sait aussi que pour être attractif sur des territoires, vous avez cité un certain nombre de territoires, puis l'occasion d'aller sur Cherbourg, parce qu'avec David Marguerite, on co-présidait pendant un temps de la commission développement économique d'Intercommunalité de France. On voit bien qu'effectivement, on n'est pas toujours très attractif. Je suis d'un territoire au nord de Nancy. Il faut changer notre image de marque quand aujourd'hui des entreprises de pointe veulent attirer des salariés. Donc il y a toute cette démarche liée à cette attractivité qui doit avoir un panel très large. Pas toujours simple, parce que la temporalité entre finalement les outils à mettre en place, les décisions, la planification et la réalité du besoin est en inadéquation. Mais en tout cas, il y a une vraie prise en compte et une vraie implication aujourd'hui de cette démarche sur ce besoin. Vous parliez de territoire d'industrie. Un exemple tout simple, c'est un des sujets et une des actions importantes, c'est lié au recrutement. Et derrière le recrutement, c'est beaucoup de sujets, la formation, l'habitat, la mobilité, les services aux salariés et à leurs familles, voire même le travail du conjoint. Donc c'est plein de questions auxquelles aujourd'hui les intercommunalités essayent de répondre à une échelle de leur territoire ou à une échelle de bassin de vie ou bassin d'emploi, avec aussi... c'est pour ça que dans la démarche de la loi plein emploi sur l'application et les comités locaux pour l'emploi, on souhaitait effectivement la présence des intercommunalités parce que sur ces freins à l'emploi, comme ça a été évoqué à différentes reprises, nous pouvons contribuer à avoir des réponses collectivement. Merci beaucoup. Anna Higlemer, donc députée du Finistère, vous avez un peu la lourde tâche de clôturer un peu ce premier tour de table. Sur la première table ronde précédente, Nathalie Bazire avait fait mention de la création de comités locaux de l'habitat, etc. Est-ce que, de votre point de vue, finalement, qui doit accompagner, de votre point de vue, les salariés ? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut créer de nouveaux acteurs publics locaux ? Est-ce qu'il faut élargir les fonctions des acteurs existants? Quid des élus? Alors non.
Arrêtons les millefeuilles, arrêtons d'avoir des instances multiples et variées que les gens ne connaissent pas et qui ne vont pas trouver. Il y a déjà tout sur le terrain, tout existe. Donc on ne va pas multiplier la difficulté à trouver du logement en multipliant les acteurs. Il y a un moment, c'est de la coordination avec l'existant. Tout existe. Et tout est bon. Je veux dire, alors je suis bretonne, on va pas dire tout est bon dans le cochon, mais quasiment. Donc tout est bon à prendre. J'avais fait un rapport effectivement sur le lien emploi-logement dans le cadre du projet de loi de finances, je ne sais plus de quelle année, 2023 je crois. Et donc où on voyait la diversité et les impasses de chaque dispositif. Si la TPE-PME crée son propre lotissement, comme ça s'est fait chez nous avec l'entreprise Arfenêtre qui a créé son propre lotissement, on sait très bien que la vie de l'entreprise n'est pas la vie du logement et que la mobilité, le temps de l'entreprise, si l'entreprise fait faillite, quitte des logements, la gestion des logements, voilà, tout est complexe. Seulement, si on fait rien, l'entreprise n'existera plus non plus. Donc, il y a un moment, il faut quand même laisser les acteurs aussi s'en emparer, que ce soit des acteurs privés, industriels ou d'entreprises, et parce qu'ils sont innovants. On manque d'innovation, en fait. C'est ça. C'est qu'à un moment, il faut qu'on innove. On innove sur de la flexibilité du logement. Quand on parle du parc social, alors je vais faire plaisir à mon voisin, où on sait qu'il y a des gens qui restent dans du logement qui n'est pas adapté en termes de surface par rapport à l'occupation, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sur occupation, sous-occupation. Peut-être que si on envisageait d'avoir du logement flexible dans le parc social, où la pièce supplémentaire, c'est une pièce optionnelle en fonction de l'évolution justement du foyer, ça coûte plus cher, c'est vrai, mais c'est des démarches qu'on peut accompagner. Après, il y a la coordination. Pour moi, elle doit se faire malgré tout avec les acteurs, les élus aussi, et l'État. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne doit pas penser que c'est uniquement un qui prend en charge le logement, que ce soit par exemple l'industriel ou autre, parce qu'il n'a pas forcément une vision politique, démographique, en fonction des services. On va parler de la santé, des loisirs, de tout l'ensemble du territoire. Et ça, c'est peut-être la compétence des élus locaux aussi. Donc il y a un moment, une coordination, les gens doivent se parler, ça se fait de plus en plus. Il n'y a pas besoin de créer des instances pour ça. Je veux dire, on fait une réunion, on se retrouve et on en discute. Ça s'est fait notamment quand on a fait Action Logement, Action Cœur de Ville notamment. On a permis de mettre autour de la table tous les acteurs. Moi, sur mon territoire à Quimper, certains étaient étonnés parce que j'avais amené la CCI, la Chambre de métier, j'avais amené tout le monde, dit mais qu'est-ce qu'on vient faire là sur quelque chose sur le logement? Je dis mais on a besoin de vous parce que vous aurez besoin de nous. Donc il y a un ensemble en fait à créer et montrer qu'on est en fait co-acteur du système. Et derrière, on aura la force de l'État par le préfet qui est le représentant local de l'État pour pouvoir coordonner ces aménagements du territoire. Et quand je dis du territoire, c'est du territoire large et au sens large parce qu'il n'est pas forcément défini selon ce qui est fait administrativement. Il est défini des fois sur des notions de bassin de vie qui sont rarement pris en compte en fait dans les politiques publiques. On raisonne beaucoup au niveau de PCI, au niveau des fois nous de circonscription, alors que ça n'a rien à voir avec réellement les mobilités des gens et les déplacements. Des fois il y a une incohérence entre les deux qui fait que il y a des incohérences. Moi je vois très bien que l'EPCI, j'ai 2 EPCI sur ma circonscription, je vais faire du concret un petit peu. J'ai 2 EPCI, sauf que Quimper, donc la plus grande ville, 63 000 habitants, et en fait tout le secteur industriel, il est en périphérie. Sauf que c'est une autre PCI. Donc, sur les transports, c'est pas nous. Donc, on va pas gérer. Donc, en fait, avant le pont, on vous dépose en bus. Et après, vous devez aller à pied à 5 h du matin pour aller faire des biscuits dans les biscuiteries environnantes ou aller découper du poisson. Donc, il y a un moment, il y a une incohérence entre les deux où on n'a pas la continuité de service. Dès lors que les EPCI, en fait, créent eux-mêmes, parce que certains ne voulaient pas augmenter le versement mobilité, parce que, électoralement parlant, c'est pas forcément très sympathique de le faire. Donc, du coup, en fait, il y avait des politiques qui étaient différenciées, avec effectivement des différences politiques très fortes sur mon territoire entre la zone littorale et la zone rétro-littorale. Donc, effectivement, il y avait des incohérences. Mais on trouve des coordinations. Je vais donner des bons exemples aussi. On ne va pas faire que du péjoratif. On a des très bons exemples sur notre territoire. Notamment, on a une entreprise qui produit en fait des batteries chez nous, très fortement, très connue, et qui, du coup, on est nous en territoire de plein emploi. C'est Youpala, on peut se dire c'est génial, mais donc du coup, on se retrouvait malgré tout avec des difficultés pour trouver des gens justement qualifiés pour pouvoir produire ces batteries, parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnes à vouloir postuler. Donc en fait, on a fait un contrat entre la région Bretagne et la région du Grand Est pour pouvoir justement amener. Nous, on garde la recherche et développement.
Et en fait, la production se fait en Moselle. Donc la production des batteries, parce que là-bas, justement, socialement, ils avaient besoin d'avoir de l'emploi. Ils avaient la capacité d'hébergement, de logement, que nous, on n'avait plus, parce qu'on est très attractif aussi sur une forme touristique qui venait en concurrence. Donc du coup, on n'avait plus de logement non plus. Et puis, comme on veut aussi préserver nos terres agricoles, parce qu'on est un territoire très agricole en Bretagne, donc du coup, on a fait une coopération au-delà même de l'EPCI, en allant chercher une région partenaire pour pouvoir justement avoir la continuité. Donc nous, on avait les cerveaux, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais on n'avait pas la main-d'œuvre. Et ben, on est allé chercher la main-d'œuvre ailleurs. Et donc ça, c'est quand même des coopérations qui se font. Je vais donner un autre exemple qui va faire plaisir à Action Logement. On a aussi des entreprises, notamment un chantier naval qui est le chantier Piriou, qui en fait avaient des besoins ponctuels des fois sur des mises en œuvre de chantiers. Et donc ils avaient besoin d'avoir du logement. Donc on a développé notamment avec Action Logement des résidences hôtelières à vocation économique, donc qui permet en fait de voir la réservation ponctuelle et qui crée de l'agilité. C'est-à-dire que vous avez en fait des options sur du logement à des moments où vous avez une forte demande au niveau économique ou au niveau de production. Et autrement, eh ben, il repart vers du saisonnier, il repart sur d'autres dispositifs à la suite. Donc ça, c'est un partenariat qui est assez récent et c'est un dispositif qui a vocation à se développer pour pouvoir justement ajuster. Après, on parlait tout à l'heure du recyclage, je reviens un petit peu là-dessus. Ça, c'est une vraie problématique. Que deviennent les logements après ? Donc, on a vu que sur les Jeux Olympiques, on a eu capacité à les remettre en dynamique parce qu'on a allégé, pas tout partout, je suis d'accord, mais bon, mais il faut créer en fait quelque chose de vertueux malgré tout par la suite, donc il faut anticiper. On parle beaucoup de transformation du bureau au logement, peut-être qu'un jour on reparlera du logement au bureau, ça va être un peu l'inverse, c'est parce que les dynamiques, des fois, elles s'inversent d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais donc voilà, il y a une coopération, mais surtout. Merci beaucoup, Anaïk. Donc, peut-être dernier moment de cette table ronde, et puis peut-être à la fois pour emballer et pour atterrir. Parce que je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut innover, il faut inventer, bricoler parfois. Donc ça répond bien à l'aléa, à l'incertitude, au tunnel de risque qui marche pas très bien, ni avec le paquebot logement qui a une très forte inertie, ni avec les politiques de l'emploi qui réagissent pas toujours non plus très vite, ni avec les politiques publiques. Donc voilà un exemple, et je voudrais qu'on en explore d'autres avec les autres invités. Sébastien Tonard, je voudrais peut-être que vous nous expliquiez quels sont les outils que vous mettez en place pour répondre finalement à la question du besoin au logement par rapport aux besoins en emploi, puisque votre vocation c'est d'abord loger des salariés. Donc comment vous mesurez à quel moment ils arrivent, qui sont-ils, de quelle typologie de logement ils vont avoir besoin, combien de temps ils vont rester. En fait, tout ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur le temporal mismatch, comment vous le mesurez et comment ensuite vous y répondez, et est-ce que ce temporal-là, il est gérable? Alors, jusqu'à un passé récent, c'était un peu au cas par cas. Vous savez qu'on est organisé par délégation régionale, on est présent dans la quasi-intégralité des départements, on a des équipes partout et on a des équipes de chargés de relations d'entreprises qui accompagnent les acteurs économiques au fil de l'eau chaque année. Donc, ils prennent la température aussi à travers ces entretiens réguliers qu'ils ont avec les entreprises, de leurs enjeux. Ils sont à leur écoute et donc ils perçoivent un peu leurs enjeux court, moyen, long terme. Il y a 2 ans, en Nouvelle-Aquitaine, justement, eh bien, on a pris une initiative, on a décidé d'adresser une enquête aux 2800 entreprises qui versaient la PEC, donc les entreprises clientes entre guillemets d'Action Logement, en tout cas ceux qui versent la PEC en Nouvelle-Aquitaine, pour justement leur demander quels étaient leurs enjeux en matière de recrutement, leurs enjeux en termes de profil de recrutement, à quelles échéances, est-ce qu'on était à une échéance 2 ans, 5 ans, est-ce que c'était des besoins plutôt a priori, alors évidemment, dans la mesure du possible,
plutôt des jeunes, plutôt des salariés précaires ou en temporaires? Est-ce que c'était plutôt des CDI? Est-ce que c'était plutôt des cadres? Est-ce que de leur point de vue, ils avaient plutôt besoin de logements temporaires meublés, donc des logements un peu du style que vous évoquiez, Madame la députée, à l'instant, sur des résidences à vocation d'emploi ou d'autres formules, pour essayer justement d'apprécier les choses, de consolider tout ça, de recenser ces retours et finalement, dans une finalité assez simple, enfin double finalement, enfin triple même, je veux dire, c'était nous faire un peu le bilan de tout ça et dresser finalement un diagnostic territorial sur les enjeux de la région, de partager ça avec les opérateurs pour que ça puisse être intégré aussi dans leurs études de marché. Je pense notamment aux bailleurs sociaux et aux bailleurs de logements intermédiaires pour que justement, en termes de programmation locale, eh bien, l'offre qui allait être développée soit la plus en phase possible avec les enjeux des entreprises du territoire, que ce soit en termes de typologie, logement classique, logement meublé, bref, tout ce que j'ai évoqué. Et puis aussi et surtout, pour le partager avec les collectivités territoriales, en charge des PLH notamment, pour que l'angle de vue emploi-logement soit bien intégré dans les documents de planification. Et ça, si vous voulez, ça nous semblait vraiment essentiel. Et on a donc présenté cette étude à beaucoup d'acteurs en Nouvelle-Aquitaine, hein, donc collectivités, les acteurs du logement, les chambres de commerce et d'industrie, le monde économique. Voilà, donc vraiment, je crois qu'on l'a présenté 80 ou 90 fois. Et on a eu un accueil très, très favorable. Parce que c'était une première, parce que beaucoup nous ont dit, ben oui, ça c'est quelque chose qui nous manquait finalement, c'est-à-dire cet angle de vue emploi versus logement, pour finalement nous aider, et notamment les collectivités, nous ont dit que qu'elles s'y référaient, que ça allait les aider vraiment dans la réalisation de leurs documents de planification. Vous allez le faire partout ? Pardon ? Action Logement va le faire partout ou le fait déjà partout? Alors non, ça c'est une initiative régionale, comme je vous l'ai dit, mais comme ça a très bien fonctionné, parce qu'en plus on a eu un taux de retour de près de 30%, donc ce qui est quand même très important dans ce type d'enquête, et qui représentait 35% des effectifs salariés, donc une vraie représentativité en termes de retour. Donc sur les bases de cette étude-là, et cette étude on l'a conjugué, enfin ces retours des entreprises, on l'a conjugué dans l'étude, dans le livrable final, avec une analyse qualitative des demandes de salariés enregistrés dans nos fichiers. Donc on avait en même temps une approche rétrospective et une approche plus prospective avec le retour des entreprises. Ce travail-là, qui a donc très bien fonctionné, eh bien, le groupe, enfin en tout cas Action Logement Service, va le déployer à la rentrée à travers une enquête, à travers un extranet qui va s'ouvrir aux 40 000 entreprises, là pour le coup au niveau national, qui versent la PEC, donc pour adresser ce questionnaire qui va être élargi, beaucoup plus poussé, afin de mettre en place un observatoire des entreprises en matière de besoins en logement, mais aussi en matière de services. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, on offre aussi un certain nombre d'aides et de services, donc on veut entendre aussi ce qu'ont à dire les entreprises là-dessus, pour pouvoir eh bien, recenser ça, dresser un observatoire et demain être davantage capable de répondre au plus près en termes d'offres aussi et de financement par rapport aux besoins qui s'exprimeront sur les territoires. Donc on était un peu, comment dirais-je, en mode artisanal jusqu'à il y a 2 ans. Avec cette expérimentation régionale, il y a une démarche aujourd'hui nationale qui va s'ouvrir et donc dans quelques temps, on va être capable de pouvoir relayer, communiquer et informer les acteurs sur les enjeux exprimés par les entreprises donc, du secteur privé. Et puis, en même temps, on se dote d'un SIG chez Action Logement en service, donc d'un système d'information géographique pour permettre aussi de restituer toute cette data, toute cette donnée à travers de la cartographie, ce qui est souvent plus parlant. Merci beaucoup. Monsieur Lacaille, je vous voyais réagir. Est-ce que c'est un service, cette enquête, finalement, qui vous paraît utile, intéressante, nécessaire? Et une autre question par rapport à un sujet qui a été abordé un peu plus tôt aussi, c'est-à-dire le rebond industriel s'accompagne forcément et doit s'accompagner de l'arrivée d'autres salariés sur le territoire qui ne sont pas des salariés de l'industrie. Alors, vous disiez en Ile-de-France, c'est pas les grands chantiers, etc., mais quand même, il faut autour des boulangers, des médecins, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas une concurrence qui s'établit en termes de logement entre ces profils-là ?
Voilà. D'abord, cette initiative comme celle qui vient d'être indiquée, moi je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et je suis ravi d'être venu, d'avoir entendu des élus parler de démarches bottom-up, les coopérations entre la Bretagne et la Moselle, moi je trouve ça génial. Donc je trouve qu'il y a énormément d'innovation, énormément de sujets de réponse. Donc ça c'est très positif pour répondre à votre première question. Deuxièmement, je voudrais dire que il faut être clair, la pression, en tout cas en ce qui concerne l'industrie, la pression sur le logement n'évince pas les publics les plus faibles, les plus vulnérables. L'industrie a une très longue tradition d'intégration, et c'était le cas il y a un siècle, je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et le sujet du logement, d'ailleurs, rend ce sujet de plus en plus important. Donc, y a-t-il concurrence ? Moi, je n'en suis pas sûr. Vous savez, si je vais en Seine-et-Marne, qui est un peu la campagne quand même si c'est en Île-de-France, quand vous avez une personne qui recrute quelqu'un, dit vous savez, il demande très simplement, est-ce que vous n'avez pas trop de temps pour venir ? Il n'y a pas de discrimination sur le logement, mais c'est la première question qui est posée. Est-ce que la personne peut venir, habite à proximité ou pas ? Donc c'est un sujet extrêmement important et les entreprises les adressent. D'ailleurs, quand France Travail rajoute des méthodes de recrutement par simulation, MRS, finalement, ça veut dire qu'on recrute des personnes qui généralement habitent pas trop loin, qui ont des fondamentaux de compétences qui sont adaptés à l'activité et qui ont des habiletés qui vont leur permettre d'intégrer ça. Et ensuite, il y a des programmes de formation. Donc en fait, l'industrie est un vecteur justement de la cohésion sociale du pays dont on a besoin. Et c'est ça qu'il va falloir encourager. Alors bien sûr, il y a un effet d'entraînement, et c'est le propre de l'industrie, de créer des emplois induits. Ce n'est pas Vincent Charlet qui me contredira dans cette salle. Et donc toute la question qui va être posée et qui est la problématique du pays, que j'évoquais tout à l'heure, et on l'a vu sur Quimper, c'est que l'industrie se développe par effet de cluster, c'est-à-dire que l'excellence, il y a des effets de concentration, les potentiels volent en escadrille, si je puis dire, et donc ça veut dire que plus il y a des zones qui sont de plein emploi, elles le seront vraisemblablement encore plus demain parce qu'elles donnent envie à des entreprises industrielles de s'implanter. Ça veut dire qu'il y a des réponses à adapter pour tenir compte de ce sujet-là, qu'on a un problème de fond d'ailleurs dans le pays. On a parlé dans la première table ronde du coût du logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coût du logement, mais partout en France ou à peu près partout en France, est devenu hallucinant pour tous les salariés, qu'ils soient de l'industrie ou qu'ils ne soient pas de l'industrie d'ailleurs. Donc ça, c'est un problème à adresser. Permettrait de dire que j'ai fâché mon voisin de droite tout à l'heure, je ne voudrais pas faire avec d'autres, mais cette préoccupation n'a peut-être pas été adressée au niveau attendu ces dernières années. Et on voit bien que c'est une préoccupation majeure. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est-à-dire le terme de concurrence, il se pose à partir du moment où effectivement il y a des clusters, effectivement il y a des demandes fortes en logement et peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres ou assez d'offres adaptées en termes de typologie, en termes de prix, en termes de localisation. Oui, alors c'est là où l'intérêt de ce que fait justement Action Logement est intéressant, c'est que justement il s'agit sûrement de bien identifier, de mieux identifier les secteurs qui sont sûrement appelés à se développer, de procéder à des bons arbitrages, surtout qu'en ce moment, avec la loi ZAN, ce sujet devient plus préoccupant, de telle façon qu'on arrive à trouver des réponses qui ne soient pas en opposition, mais qui essayent de combiner, de faire coopérer les différents acteurs. Je voudrais rajouter, parce que je ne veux pas être trop long, mais je voudrais quand même rajouter aussi une chose qui me paraît très essentielle à rappeler, c'est que je crois qu'il y a un début de vrai consensus sur la nécessité de réindustrialiser le pays pour des questions de souveraineté. Et je pense que ce sujet aussi ne se fera pas dans les mêmes conditions de création d'emplois. Et que c'est un vrai sujet. Vous savez, pourquoi est-ce que la Chine robotise à outrance ? Avec la politique de l'enfant unique pendant des décennies, vous avez un vrai problème démographique dans ce pays. Vous avez des robots, y compris des robots humanoïdes, qui sont devenus des opérateurs dans des usines et des ouvriers qui sont les chefs d'équipe de ces robots. Et on n'a pas besoin de les loger, eux. Alors, c'est clair qu'on n'a pas besoin de les loger, mais c'est clair aussi que ça nous donne, on voit arriver un tsunami de concurrence qui nous inquiète particulièrement. Donc nous, il va s'agir de répondre à cela. Et aujourd'hui, quand vous investissez une gigafactory pour des batteries, qui est un investissement de 8 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas rien, je crois que vous avez 600 ou 800 emplois qui sont créés. Donc en fait, il va y avoir une décorrélation entre l'industrialisation et la création de l'emploi. Et l'emploi, il peut, de cas échéant, être
un petit peu plus loin, confère l'exemple de la Moselle avec la Bretagne. Donc ça veut dire que ça nécessite d'avoir des études au plus près du terrain et en clairement de se dire comment est-ce qu'on sait accompagner et apporter des réponses opérationnelles pour qu'on n'ait pas des EPCI qui ne se parlent pas, qu'on n'ait pas tout un certain nombre de sujets qui compliquent la vie des salariés, parce que quand elles compliquent la vie des salariés, les industriels ont bien compris que c'est aller obérer la performance de leur entreprise. C'est pour ça que ça s'intéresse à ces sujets historiquement. Merci beaucoup. Donc, réponse des territoires, peut-être, Monsieur Troglio, sur les intercommunalités. Donc, est-ce qu'elles se parlent, les intercommunalités? Donc, visiblement, on arrive à les faire parler même d'un bout à l'autre de la France. Donc, ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça? Et puis, tout à l'heure, vous avez évoqué la question justement de tout l'aménagement du territoire avec tous les emplois qui vont avec les emplois industriels, avec le rebond industriel. C'est quoi les outils que vous utilisez pour essayer de maintenir la cohésion sociale, la cohésion territoriale et s'assurer que l'aménagement du territoire il fonctionne bien? Est-ce que vous avez des outils à votre main pour le faire? Oui, alors effectivement, les intercommunalités se parlent. Alors, elles se parlent de plus en plus à l'échelle nationale parce que ça permet de faire des échanges d'expériences et puis aussi de faire des propositions. Je prends plus particulièrement un exemple actuel au Parlement, c'est la loi sur le logement. On souhaite un vrai acte de décentralisation avec une capacité pour les territoires de se saisir pleinement de ce logement, enfin de cette problématique de l'habitat au travers des autorités organisatrices de l'habitat qui pourront se dessiner à périmètre différents, mais qui en tout cas souhaitent être investis par de nombreux territoires parce que c'est vrai un vrai outil comme l'autorité organisatrice de la mobilité d'apporter des réponses concrètes. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans les AOH. Donc Il faut bien avancer. Au moins, ça serait une première démarche. Y compris si on nous donne un peu plus de pouvoir sur certains sujets au local. Par exemple, lesquels? La gestion de la prime rénov, un certain nombre de sujets. Bon, on a beaucoup investi, les territoires sont prêts. Ils ont même des services d'habitat avec y compris un guichet unique de l'habitat pour faciliter le rapport avec l'habitant, y compris d'autres acteurs. Donc, on est prêt à investir sur de nombreux territoires cette logique. Qu'elle soit d'ailleurs à l'échelle du périmètre de l'intercommunalité ou à une autre échelle. Madame la députée le faisait valoir. Si je prends un exemple sur la problématique des mobilités sur le territoire du bassin de Pompée, où je suis élu, on est au nord de Nancy, territoire industriel. La métropole du Grand Nancy est donc entourée de 3 territoires industriels, le bassin de Pompée, le bassin de Neuve-Maison et celui de Saint-Nicolas-de-Port, où se concentre la majorité de l'industrie. On vient de travailler, et là on est sur une démarche de mobilité commune, parce que nous devons répondre mieux à cette problématique du déplacement domicile-travail, puisque un certain nombre de salariés travaillent effectivement sur nos territoires en habitant sur la métropole et vice-versa sur d'autres services. Donc c'est important de travailler et il n'y a pas besoin de changer les périmètres. On trouve les modalités ou en tout cas les conventions qui permettent d'y donner suite. C'est un peu la même logique sur les problématiques de l'habitat, où on peut avoir des réponses différentes. Aujourd'hui, de toute façon, plus de la moitié des territoires intercommunaux se dotent d'un PLU à l'échelle intercommunale. Il montre bien la nécessité d'avoir une réflexion globale sur cette problématique, en y associant bien souvent la problématique de l'habitat et du déplacement. Puisque sur le bassin de Pompée, on est un PLUI HD, et maintenant on met même E avec la problématique de l'énergie. Donc on voit bien que c'est une nécessité d'avoir des réflexions transversales et bien entendu de pouvoir les travailler à des échelles différentes selon les thématiques que l'on aborde. Tout ça avec aussi la capacité à créer des outils. Des SEM, des SPL, qui nous permettent effectivement derrière de porter ou de l'aménagement des foncières pour travailler sur la problématique de la réserve foncière, éventuellement de la
restructuration du foncier, parce qu'on est sur des territoires où aussi il y a beaucoup de friches, et c'est quand même pas obligatoirement toujours simple aujourd'hui de reconvertir ces friches. C'est toujours plus simple d'aller encore sur le terrain agricole pour un certain nombre ou de constructions économiques ou de constructions d'habitat. Donc il y a un vrai travail à approfondir sur cette démarche-là. Et y compris on voit bien aujourd'hui que l'innovation ou de la souplesse commence à se faire jour sur les modalités à mettre en place. Il y a des territoires qui commencent à travailler sur des baux à construction, c'est-à-dire une capacité à, quelles que soient les modalités, à garder la maîtrise du foncier pour pouvoir en tout cas avoir dans la continuité ou dans le temps cette logique de maîtrise. Justement, pour cette souplesse, pour cette adaptabilité, cette réponse à peut-être modifier au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, ça se construit, et ça se construit pas obligatoirement à l'échelle d'une intercommunalité, mais à l'échelle interterritoriale. Tous ces outils, on sait les développer, et on a su, je pense, dans ces dernières années, les accélérer, parce qu'on est vraiment sur un paysage de transition, de mutation et d'adaptabilité qui s'accélère pour différentes raisons, climatiques, démographiques, économiques. Et tout ça, il faut y répondre de la meilleure façon. Merci beaucoup. Anaïk, le mot de la fin peut-être. Vous êtes donc député, vous avez travaillé beaucoup sur le logement. Il y a une loi qui porte votre nom aujourd'hui concernant la régulation des meublés de tourisme, entre autres. Sur la question, le mot a été cité, décentralisation. Donc, est-ce que finalement, il y a besoin, ou est-ce qu'il y a même une volonté d'avoir des pouvoirs plus importants, ou une liberté de faire plus importante dans les territoires par rapport à ce qui existe aujourd'hui, notamment dans la politique du logement, qui reste assez centralisée. Et c'était intéressant de vous entendre donner toutes ces initiatives qui donc sont possibles à l'échelle locale, sans qu'elles fassent partie d'une politique nationale imaginée tout en haut de l'État. Donc, est-ce qu'il y a besoin finalement de plus de décentralisation, de plus de reterritorialisation, des accords maire-préfet, enfin, tout ce qu'on a peut-être imaginé à un moment dans les AOH, les autorités organisatrices de l'habitat, et qui sont pour l'instant un peu une coquille vide? Alors oui, mais quand on parle de décentralisation, comme je dis toujours, je pense que c'est au territoire de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. C'est pas à nous de déterminer au niveau de l'État tous les possibles qui doivent exister sur l'ensemble des territoires. Je dis pas du territoire, je dis des territoires. Donc il y a un moment où il va falloir aussi avoir un gros travail au niveau local pour pouvoir remonter justement, et même des distinctions territoriales. On n'a pas les mêmes habitats quand on habite dans le nord de la France que dans le sud, et pas les mêmes usages, pas la même notion de vie par rapport au bâti, etc. Donc il y a un moment où il y a des acteurs et des propriétaires locaux qui doivent être force de proposition. Il y a un moment où c'est pas uniquement nous qui devons appeler à ça. Mais il faut laisser faire les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, tout à l'heure, on parlait beaucoup de risques, je dis, mais parlons aussi un peu d'audace. Donc, voilà, soyons plus positifs dans les termes. Soyons audacieux, on va oser faire des choses et il faut les laisser faire. Par contre, il faut instaurer la confiance. C'est-à-dire, actuellement, ce qui manque, en fait, c'est la relation de confiance, que ce soit du propriétaire ou du bailleur vis-à-vis justement soit de locataire, soit derrière de l'État, des élus, etc. En fait, il faut à un moment arrêter de mettre en opposition les uns avec les autres et se dire, allez, on retire nos casaques, on retire nos fonctions et on travaille ensemble réellement pour nos territoires. Nous, on a vraiment cette... Mais ça veut dire aussi qu'il faut apaiser des situations de conflit qui ne sont pas juste des manques de confiance, qui existent parfois. Oui, mais il faut apaiser, effectivement. Mais puis, il faut pas penser qu'on s'oppose pour autant. Nous, à l'Assemblée nationale, par exemple, on a quand même une capacité de travail avec le Sénat, notamment, où on arrive à se coordonner. On a un groupe de travail, on a une team logement qui est assez constituée, où on dépasse en fait nos ambitions, même territoriales, pour une ambition collective. Donc, on arrive à le faire. Ça se voit pas, parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer et dire « ouais, ils savent pas se parler, ils s'entendent pas, ils font le show, etc. » Mais non, on le fait, on travaille énormément pour le faire. Et donc, il faut qu'à un niveau local, on arrive à la même chose. On arrive à avoir une confiance réciproque. Je veux dire, moi, j'ai proposé territorialement que, par exemple, quand vous travaillez dans un hôpital, que vous êtes propriétaire, que vous confiez votre bien
à l'hôpital, au moins vous êtes sûr d'être remplacé si vous êtes en absence, si vous êtes en vacances, parce qu'il y aura quelqu'un issu de votre profession qui viendra prendre votre logement. Voilà, il y a une coordination, il y a un esprit de confiance qui doit se créer. Je pense que c'est ce qui manque énormément dans le logement actuellement, c'est recréer ce lien de confiance, mais avec tous les niveaux. C'est-à-dire que le mot, il doit être impliqué partout, et avec une notion aussi, j'utilise beaucoup ce mot, d'usage, de bon usage du logement, partout sur les territoires. Et il y a vraiment une coordination à se faire. Je vais revenir sur un point tout à l'heure, vous parliez de concurrence un petit peu aussi avec les personnes arrivantes. Quid des personnes arrivantes sur un territoire? Nous, on a une identité forte. Là, on fait un texte actuellement sur la Corse. Alors, je peux vous dire, c'est sur l'autonomie de la Corse, donc on est en plein dans le sujet. Mais c'est vrai que nous, on y a eu une forte concurrence, il y a eu une forte opposition à des nouveaux venus en Bretagne pendant des années. Ça le reste toujours et majoré, notamment par les Airbnb, parce que c'était les volets clos sur nos territoires, alors qu'on peinait à avoir du logement et que les entreprises peinaient à recruter faute de logement. Tout était un cercle vicieux qui s'accentuait. Donc du coup, effectivement, il y a eu des volontés, des fois ça et là, de certains de mettre une préférence avec un statut de résident breton, une préférence lors des attributions, etc. Actuellement, il y a des initiatives qui se font autrement. La préférence, ça va se faire en faveur de l'emploi. C'est-à-dire que j'ai des maires qui, pour l'attribution de lotissements qu'ils ont créés, eh ben, ils vont peut-être mettre une préférence à un périmètre d'emploi pour se dire, au moins on sait que les gens vont venir consommer chez nous, vont créer une richesse aussi territoriale, soit par leur action associative, soit par l'action culturelle, soit par leurs dépenses au quotidien. Et c'est ça en fait l'intérêt. Le logement, c'est pas juste un toit sur un terrain ou sur un sol, c'est aussi toute une coordination avec l'ensemble des secteurs. Et ça sera indispensable dans l'avenir. Mais il faut que chacun y trouve son intérêt. Il faut avoir la force de démontrer que tout le monde a un intérêt à se coordonner. Donc, c'est l'objectif. On n'est pas souvent entendu. Les AOH, moi, je suis assez dure sur les AOH parce que pour l'instant, on n'en a rien fait. Je ne dis pas que c'est un mauvais modèle. Je pense qu'il a été très déterminé sur les EPCI, alors qu'on devrait effectivement l'élargir, pour moi, dans son champ, à un champ peut-être plus large ou plus cohérent. Et si on n'y met pas un peu de fiscalité, un peu de coordination fiscale, ça ne va pas plaire avant les sénatoriales, ce que je dis. C'est pas grave. Il y a un moment, peut-être, ça devrait être un lieu d'accueil aussi d'une péréquation, d'une entraide entre les collectivités. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un lieu d'entraide et pas un lieu d'une nouvelle étape d'un millefeuille. Enfin voilà, on peut mettre aussi un peu de glaçage sur le millefeuille pour que tout glisse et que tout aille bien. Bon, on va rester sur cette analogie culinaire. Merci beaucoup.